Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 29 avril 2022. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis enseignant en géopolitique et avocat. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'accepte aucune contribution de quelque nature que ce soit, ni aucun mandat. Donc, dans une perspective d'éducation populaire et afin de susciter éventuellement un débat et une réflexion. Voilà, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est CHSLD. On revient sur les CHSLD. J'ai produit quelques vidéos à cet égard. Vote historique. Le silence de la dictature Legault. Ou encore une enquête fédérale. En fait, il y a eu plusieurs titres et sous-titres. Mais le titre principal, j'ai surtout l'idée de retenir une enquête fédérale sur ce qui s'est passé en 2020 dans les CHSLD. Une enquête fédérale, vous m'avez bien compris. Donc, il s'agit en quelque sorte d'un vote historique. On va commencer par ça, c'est vraiment le premier point. Un vote historique qui s'est tenu à l'Assemblée nationale dans la semaine du 23 avril, autour du 23, et qui a donné un résultat attendu, pas surprenant du tout, où 60 députés de la CAQ ont voté contre une motion présentée par la députée Sauvé de l'opposition visant à demander une enquête publique sur le drame, enfin ce qui s'est produit au CHSLD ou à la résidence Enron, je devrais dire plutôt, mais qui pourrait couvrir aussi l'ensemble des CHSLD. Donc, une enquête publique sur la situation des CHSLD, des RPA, mais on visait précisément la résidence Enron. Évidemment, cette motion a été battue par 60 députés de la CAQ qui ont voté contre et 38 députés de l'opposition qui, pour une fois, s'est unifié d'une certaine manière, a fait montre de solidarité et donc 38 députés des trois oppositions qui ont voté évidemment en faveur, de façon unanime et en faveur d'une enquête publique contre les 60 députés de la CAQ qui ont voté contre. Voilà. C'est un vote, d'une certaine manière, qui est un vote historique du point de vue du droit international. Je vais vous expliquer pourquoi. Et aussi du point de vue du droit national, parce qu'il est question ici, bien entendu, de 5060 personnes décédées dans des circonstances absolument dramatiques, dans des circonstances tragiques, faisant fi de toute forme de dignité, n'est-ce pas? Le concept de dignité humaine est développé dans notre droit, mais aussi dans la morale, dans la philosophie. Et donc, pour les députés de la CAQ, n'est-ce pas? Eh bien, il ne doit pas y avoir d'enquête publique malgré les contradictions des ministres de la couronne, n'est-ce pas? Et des fonctionnaires. Je n'irai pas plus loin là-dessus, je ne qualifierai pas non plus ce vote, je dirais simplement qu'il est historique et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un vote historique. Et pourquoi? C'est le silence de la dictature Legault. Hein? Il faut comprendre que Legault gère pour les 40% du noyau dur de la population qui l'appuie depuis le début. Donc, il se fait le porte-voix de ce segment de la population québécoise. Soit dit en passant, Legault était absent lors du vote, ce qui pousse encore plus loin l'indignité de tout ce projet qui vise finalement à camoufler la vérité sur ce qui s'est passé et sur la façon dont tout ça a été géré en 2020. Bon. Maintenant, sur le plan politique, c'est certain que le gouvernement Legault vient de satisfaire, de se positionner de façon très favorable par rapport à ce noyau dur du 40% de son électorat. L'approche de Legault étant essentiellement clientéliste. Il n'est pas le premier ministre de tous les Québécois, là.
n'est-ce pas? Là, il est le premier ministre de ce groupe, il sert ce groupe. Il le sert très bien d'ailleurs. Donc, politiquement parlant, on peut dire que c'est une victoire pour Legault. D'un point de vue juridique, il est évident que le gouvernement est assez mal à l'aise d'un point de vue juridique par rapport à la situation des CHSLD en 2020. C'est la raison pour laquelle, dans le projet de loi 28, n'est-ce pas, il a prévu ce qu'on va appeler une clause privative, n'est-ce pas, l'article 2 du projet de loi 28 dans sa première mouture. Eh bien, il veut en quelque sorte se prémunir contre des poursuites éventuelles de la part des familles et du point de vue, si vous voulez, du droit civil, n'est-ce pas? Je vais faire la lecture au long de cet article 2, dont j'ai déjà fait la lecture dans une autre vidéo, mais c'est particulièrement important dans le contexte du vote qui s'est tenu à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Donc, l'article 2, j'ouvre les guillemets, je cite, « Les mesures prévues par décret ou par arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux pris en vertu de l'article 123 de la Loi sur la santé publique, qui sont en vigueur au moment où prend fin l'état d'urgence sanitaire, le demeure jusqu'au 31 décembre 2022. » Donc, on comprend qu'il veut conserver toute sa marge de manœuvre. Deuxième paragraphe, je cite, j'ouvre les guillemets, « Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'application de ses décrets et de ses arrêtés. » Je ferme les guillemets. Ça, ce deuxième paragraphe est extrêmement important. Le gouvernement et le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice. Ce qu'on appelle une clause privative. Il y a une jurisprudence abondante là-dessus sur les clauses privatives. Je n'entrerai pas dans les détails, c'est beaucoup souvent c'est du droit administratif, mais là maintenant ça prend une tournure un peu particulière. Légalement parlant, il est certain que s'il y avait, dans l'article on parle de bonne foi, c'est important ça, de bonne foi, parce que s'il y avait un élément de criminalité, parce qu'on sait évidemment que ce projet de loi-là va être adopté, Legault va profiter de sa majorité et ça va être bulldozé, passe-moi l'expression, ça va devenir une loi. Il ne faut pas s'illusionner, on s'en va vers ça. Maintenant, est-ce que ça libère le gouvernement de toute responsabilité? Eh bien, la réponse à ça, c'est non. À partir du moment où on découvre, où on pourrait découvrir, si un jour les forces de l'ordre décidaient de fouiller un peu plus davantage ce qui s'est produit, et là on attend le rapport de la coroner Cabell, mais quelles que soient les conclusions politiquement parlant, il est évident que Legault va trouver le moyen de mettre le rapport sur une tablette, là. Eh bien, il faut comprendre que la prescription en matière criminelle, il n'y en a pas. Donc, si les forces de l'ordre ou des personnes avaient connaissance d'éléments de criminalité, de fautes lourdes, équivalent fraude en droit civil, n'est-ce pas, une faute lourde, eh bien, on pourrait, cette clause n'aurait aucune sorte d'application parce que là, à ce moment-là, ça relève du droit criminel et ça relève du droit fédéral. Et voilà. Donc, l'article 2 pourrait, dans un cas de négligence criminelle, où il n'y a pas de prescription, là, et qui relève du droit fédéral, si des éléments de criminalité clairs étaient découverts, eh bien, ça ne protégerait pas les ministres du gouvernement ou le gouvernement de poursuites à caractère criminel, et à partir de ce moment-là, ça ouvre la porte à des poursuites à caractère civil. Donc, cette clause, cet article 2 du projet de loi 28, au fond, a plus une valeur symbolique pour énerver les gens, leur faire peur, intimider en quelque sorte, histoire de se hisser au-dessus des lois, d'être au-dessus de la loi. Eh bien, ça ne résisterait pas à un examen sérieux du point de vue du droit criminel ou du point de vue, si vous voulez, de la faute lourde, c'est-à-dire d'un droit civil qui, à la limite, si vous voulez, parce que le concept de faute lourde est souvent associé à la fraude,
eh bien, ça ne résisterait pas. Il y a une autre notion qui se rajoute à ça, puis qui fait que cet article-là ne pourrait pas tenir la route, et ça a été évoqué à l'Assemblée nationale, c'est le concept de responsabilité ministérielle. La responsabilité ministérielle implique une forme de diligence raisonnable, c'est-à-dire que lorsqu'on est un ministre et que l'on prend des décisions, il faut poser des questions et faire preuve de ce qu'on appelle le due diligence. Autrement dit, connaître la situation, avoir toutes les données en main, avoir ce qu'on a appelé le big picture, et non pas se contenter d'avoir une vision bornée, ce que le gouvernement a eu dans le dossier des vaccins, puisqu'ils ont exclu la médication. Donc, le due diligence du gouvernement Legault depuis le début a été extrêmement faible. Donc, la responsabilité ministérielle, à mon avis, elle est totale. Et on ne peut pas l'exclure par une clause privative. La responsabilité, le concept même de responsabilité ministérielle, c'est de la common law. C'est du droit anglais, c'est du droit britannique, et ça remonte au Moyen Âge. On pourrait remonter même jusqu'à l'époque de Cromwell, qui a réussi à faire décapiter Charles Ier en raison de guerres stupides et coûteuses. C'était la guerre à ce moment-là en Angleterre, une sorte de révolution entre les puritains et les anglicans, là. Et là, évidemment, je remonte loin, mais tout ça pour vous dire que la responsabilité ministérielle, c'est du droit public, c'est du droit anglais, c'est du droit britannique, et ça ne peut pas être exclu par une clause privative de cette nature-là. Évidemment, il faut comprendre que à ce moment-là, il faut adopter l'angle du droit criminel et qu'il n'y a pas de prescription. Il n'y en aura pas de prescription. Évidemment, on peut penser que dans un avenir lointain, un autre gouvernement pourrait déclencher une enquête publique sur les CHSLD, Enron et les autres, hein, parce qu'il y en a eu d'autres. Donc, à ce moment-là, dans un avenir lointain, et comme je disais dans une autre vidéo, probablement que Legault est là jusqu'en 2030, là, à cause de son noyau dur, là, ces Québécois, là, fanatisés, là, qui veulent pas, qui ont, triple vacciné et puis qui écoutent les masses médias de façon, je vous dirais, béate et obéissante, là, eh bien, mais il reste qu'il n'y a pas de prescription. Et que par conséquent, on va pouvoir revenir sur le dossier des CHSLD en 2020. Le problème, évidemment, justice delayed, justice denied, comme disent les juristes britanniques, hein? Justice delayed, justice denied. La justice que l'on reporte, c'est la justice que l'on nie, n'est-ce pas? Donc, on peut penser que malheureusement, la preuve va être considérablement affaiblie, d'autant plus que la plupart de ces corps de personnes décédées, des grands-papas, des grands-mamans, des personnes handicapées, n'est-ce pas? Des gens de mon âge, handicapés comme moi, là, bon, et qui ont été probablement incinérés, c'est-à-dire que la preuve de maltraitance, parce que là, on parle ici pas seulement de la COVID, là, on parle de la maltraitance, que l'on a voulu camoufler, dissimuler, cacher à l'histoire. C'est important, cacher à l'histoire, n'est-ce pas? Eh bien, cette preuve, est probablement disparue dans bien des cas. Mais il reste les témoins, les employés, ceux qui ont vu, ceux qui se sont, comment on dit, ceux qui se sont évanouis dans la nature au plus fort de la crise, mais qu'on pourrait retracer grâce aux fiches d'employés. Donc, on pourrait, dans un avenir éventuel, en 2030, parce que, voyez-vous, on est pris avec Legault qui gère par sondage, on est pris avec lui, là. Eh bien, on pourrait les retracer et aller chercher des témoignages de gens qui ont vu sur le terrain, qui ont vu le drame sur le terrain. On parle ici des employés, des infirmières, des employés de soutien, des préposés, etc. Donc, on pourrait à ce moment-là procéder avec ce qui reste de la preuve. Pour ce qui est de la preuve matérielle, peut-être que des gens ont filmé grâce à des téléphones intelligents des scènes d'horreur. Voilà. Donc, je pense que c'est extrêmement important de conserver dans la mémoire vive cette idée, ce vote qui s'est tenu la semaine dernière et qui vise finalement à empêcher le travail de la
justice et de mettre en quelque sorte des bâtons dans l'administration de la preuve, ce que l'on essaie de nier. À ce moment-là, évidemment, le rapport de Mme la coroner Kamel devient extrêmement important. Et je dois déplorer aussi le silence de l'opposition depuis 2 ans. Là, finalement, il se réveille, il y a des élections qui approchent, et là, ils réalisent qu'ils n'ont pas fait grand-chose, les partis d'opposition. Donc là, on sort une motion spectaculaire, importante, très importante, mais il est peut-être trop tard. Hein, parce que depuis 2 ans, là, tout ce qu'ils font, là, dans le bénitier, comment est-ce que je vais dire, c'est de se prosterner devant l'autorité du premier ministre. C'est tout ce qu'ils font depuis 2 ans, de supporter dans les campagnes de vaccination abusive, etc. Bon, dans l'abus de pouvoir. Donc, ce silence de l'opposition par rapport aux mesures sanitaires, eh bien là, maintenant, ils vont en subir, l'opposition va en subir les conséquences parce que l'élection du mois d'octobre, ça va être un raz-de-marée de la CAQ, parce que les Québécois ne veulent plus entendre parler des CHSLD, ce qui montre le niveau de moralité, le niveau d'intégrité, d'éthique très bas dans la belle province de Québec, en particulier avec la CAQ. Bon. Je déplore aussi le silence des corps intermédiaires, des corporations professionnelles et des syndicats, qui semblent, encore une fois, très ouverts aux offres du gouvernement, que ce soit dans le dossier temps supplémentaire obligatoire, etc. Le gouvernement Legault veut acheter tout le monde en faisant un peu comme il se fait à Ottawa, en imprimant de l'argent. Enfin, il ne l'imprime pas, là, mais en étant très généreux. Et il y a peu de réaction, il y a peu de conviction. En fait, les syndicats défendent les infirmières non vaccinées, mais à mots couverts, en quelque sorte, à mi-mot. Et du côté des corporations professionnelles, ben, il y a eu pas mal de répression contre les personnes qui s'opposaient aux mesures sanitaires. Donc, Legault a réussi pendant presque 2 ans à avoir derrière lui, sous une forme de solidarité dans les mesures sanitaires, à rallier l'opposition, les corps intermédiaires, c'est-à-dire les corporations professionnelles, les syndicats, et là, sans parler du milieu académique, n'est-ce pas, ce qu'on va appeler nos intellectuels. Est-ce qu'il y a encore des intellectuels au Québec? Est-ce qu'il y a encore des libres penseurs? J'en doute. Tout le monde est comme fait front commun derrière un homme, Legault, et là, il se dirige vers une victoire absolue au mois d'octobre. Silence aussi du milieu juridique. Je n'irai pas plus loin dans mon commentaire, mais comme disait George Bush père, read my lips. Donc, voilà. Mais il y a peut-être un petit espoir. Et c'est là qu'on arrive avec l'enquête fédérale. Et voilà. Et voilà. Il y a peut-être un petit espoir. Peut-être que M. Legault va se faire un coq en jambe. Une jambette, comme on disait autrefois. Voilà. En quoi ça consiste? Bien, c'est simple. En matière de péréquation, les provinces espèrent un transfert important en matière de santé. Un transfert important du fédéral vers les provinces en matière de santé. Mais voilà, Justin Trudeau a eu une idée géniale. En fait, une idée responsable et géniale, c'est-à-dire d'imposer des normes nationales en ce qui a trait aux résidences de personnes âgées. Et je trouve que cette idée-là est extrêmement importante et qu'elle est géniale. Parce que le Québec et l'Ontario ont demandé l'aide de l'armée. Évidemment, nos militaires se sont pointés, droits et fidèles, et compétents, comme à l'habitude. Ils ont assumé la tâche avec dignité, promptitude. Donc, du point de vue de l'article 91 de l'Acte d'Amérique du Nord britannique, il y a 3 critères qui donnent une juridiction fédérale. Paix, ordre et bon gouvernement.
dimension nationale et urgence. Ici, le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario, dans une situation de crise, dans une situation d'urgence, ils ont demandé l'aide du gouvernement fédéral, l'aide de l'armée. Justin Trudeau a répondu promptement. Cette aide a été apportée, a été fournie, a été exécutée et les gens ont été satisfaits. Maintenant, le gouvernement fédéral a le droit d'obtenir des réponses à des questions. Et ces réponses à ces questions doivent être congruentes, doivent être vraies, conformes à la réalité. Or, les témoignages rendus devant la coroner Kamel nous montrent le contraire, des contradictions, des incohérences. Et là, à ce moment-là, le gouvernement fédéral, qui est intervenu directement dans les affaires du Québec et de l'Ontario, et que des rapports ont été fournis par les forces armées, des rapports distincts, un rapport pour le Québec et un rapport pour l'Ontario, on peut s'attendre à ce que le gouvernement fédéral, peut-être, je l'espère, que Justin Trudeau pourrait déclencher une enquête publique sur ce qui s'est produit dans les CHSLD au Québec et dans les résidences en Ontario, en raison du critère de l'urgence. Donc, d'un point de vue constitutionnel, il y a un critère, il y a un rattachement qui se fait. On a donné, Legault et Ford ont donné juridiction au gouvernement fédéral pour intervenir, pour envoyer l'armée et ainsi certainement sauver des vies in extremis. Par conséquent, le gouvernement fédéral a le droit d'obtenir des réponses à ces questions et ça peut se faire, ça doit se faire dans le cadre d'une enquête publique. Dans le passé, il y a des précédents à ça. Dans les années 70, le gouvernement Lévesque a déclenché la commission KELB pour examiner les activités de la Gendarmerie royale sur le territoire québécois, l'histoire d'une grange, le vol des listes des membres du Parti québécois, etc. En réponse, le gouvernement fédéral a déclenché la commission McDonald. Et la commission McDonald est à l'origine de la création du Service canadien d'enseignement de sécurité. Donc, il y a des précédents relatifs à l'examen par un gouvernement de l'activité d'un autre ordre de gouvernement, d'un autre ordre constitutionnel. Donc, en 1970, le provincial, René Lévesque, a examiné l'action du fédéral sur le territoire québécois, ce qui a donné lieu à une commission d'enquête. Par la suite, le fédéral s'est auto-examiné, a examiné la section de sécurité nationale de la Gendarmerie royale, sa section de renseignement, pour finalement la dégager de la GRC pour former un corps indépendant. Donc, il y a des précédents. Justin Trudeau dispose de toute l'autorité pour déclencher une enquête publique sur ce qui s'est produit dans les CHSLD. Il n'y a vraiment pas besoin de Legault. Et ça, à la veille des élections provinciales, ce serait toute une claque pour notre petit dictateur, là. Et ça le ramènerait dans l'ordre constitutionnel canadien. N'est-ce pas, qui est un ordre constitutionnel, fondamentalement, même si ça peut déplaire à certains Québécois, un ordre constitutionnel britannique. OK? Et que la responsabilité ministérielle, qui est finalement, qui est le fondement de l'action du pouvoir exécutif au Québec, eh bien, repose sur des précédents britanniques. Et les clauses privatives peuvent être très relatives, n'est-ce pas? Très faibles et peuvent être attaquées. Ici, le meilleur angle, c'est que le fédéral intervienne. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je vous invite à commenter, à aimer ou à ne pas aimer, et généralement, je réponds à tous les commentaires. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Nous sommes un vendredi, le 29 avril. Voilà, donc,
À la prochaine. À la prochaine.